Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un épisode un peu spécial parce que je vais vous parler d'une de mes récentes lectures. Je viens de finir 1984 de George Orwell et franchement c'est un livre qui m'a vraiment marqué, donc je voulais vraiment faire un épisode sur ce livre parce qu'il y a une corrélation forte avec la technologie blockchain. Donc je trouvais ça intéressant de faire un parallèle entre le livre de George Orwell et la blockchain, la technologie et les enjeux qu'il y a autour. Alors George Orwell 1984, c'est un scénario assez intéressant. À travers ce livre, on découvre un univers à la fois effrayant et finalement dans l'air du temps quand on voit certaines dérives de notre société. Alors j'ai aimé ce livre, ça ne veut pas dire que j'adore les mondes dystopiques, ce genre de choses, mais je trouve qu'il permet de se poser pas mal de questions sur notre société, sur les dérives qu'il peut potentiellement y avoir dans les futures années. Il y a pas mal de choses, il y a beaucoup d'ingrédients dans ce livre, donc je vous invite vraiment à le lire par curiosité, pour vous inspirer, pour parler de certaines thématiques. C'est un livre qui fait beaucoup parler, qui est souvent pris en référence sur les thématiques de la surveillance de masse, sur les régimes autoritaires ou sur l'imposition d'une pensée unique. Et dès les premiers chapitres, je me suis aperçu que certains passages de l'univers d'Orwell me faisaient vraiment penser à la blockchain et ses enjeux de transparence, de résistance à la censure et l'importance surtout de ne pas modifier le passé. Alors j'ai d'abord fait un thread sur Twitter, mais je voulais aller plus loin dans l'analyse, plus loin dans ma démarche, et me voilà à vous parler dans un épisode dédié de George Orwell de 1984 et de la corrélation que je peux faire avec la blockchain. J'espère que ce format un peu spécial va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, parce que ça me motivera à faire potentiellement d'autres épisodes sur des lectures intéressantes qui peuvent être liées de près ou de loin au Web3, à la blockchain, à tout cet univers. Voilà, donc dites-le moi, parce que si j'ai pas d'écho, je me rends pas vraiment compte si oui ou non ce type d'épisode vous plaît, et je voudrais pas être en décalage avec l'audience. Voilà, donc n'hésitez pas à me signaler si oui ou non cela vous plaît, que ce soit sur Twitter ou par mail. Cet épisode va se décomposer en plusieurs parties pour vous amener le sujet de façon assez sympa. Donc d'abord, je vais vous lire une petite biographie de George Orwell pour comprendre globalement comment ses expériences dans la vie ont modelé ses ouvrages et façonné son style d'écriture. Ensuite, je vous lirai quelques extraits du livre qui m'ont marqué en vous expliquant pourquoi ce passage a été retenu. Et enfin, je finirai bien évidemment avec une allusion à la blockchain. J'espère que ça va vous plaire. On démarre tout de suite, c'est parti. George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est un écrivain anglais né le 25 juin 1903 à Motiari dans les Indes britanniques et mort de la tuberculose le 21 janvier 1950 à Londres. Auteur et témoin des dérives de son époque, il dénonce dans ses œuvres le totalitarisme, l'oligarchie et les privations de liberté. Il est considéré aujourd'hui comme une référence de la littérature d'anticipation qui résonne étrangement avec l'actualité. Issu de la bourgeoisie moyenne, George s'installe en Angleterre. Élève brillant, il fait ses études en Angleterre, il retourne en Inde et s'engage comme sergent dans la police impériale en Birmanie, mais son expérience tourne court puisqu'il démissionne 5 ans plus tard et décide de devenir écrivain. Confronté à la brutalité de l'impérialisme britannique, il déteste cette période et la décrit comme la plus ennuyeuse de sa vie. Dès le printemps 1928, s'ensuivent des années d'errance à Paris et Londres où il côtoie les plus démunis et vit de petits métiers et occupe diverses fonctions, libraire, enseignant ou encore chroniqueur. En 1933, il prend le pseudonyme de George Orwell et publie, dans la Dèche à Paris et à Londres, un ouvrage autobiographique dans lequel il se remémore cette période. Atteint de pneumonie, sa santé se détériore petit à petit, il parvient malgré tout à écrire Une fille de pasteur en 1935, son deuxième roman. Sa sensibilité à l'injustice sociale et à la misère pousse Orwell à dénoncer les conditions des mineurs de l'industrie du nord de l'Angleterre dans le livre Le Quai de Wigan en 1936. Accompagné de son épouse Eileen, il s'engage dans la guerre d'Espagne contre les fascistes de Franco la même année. Blessé par balle à la gorge, il est contraint de rentrer clandestinement en Grande-Bretagne au début de l'été 1937. Inspiré de cette expérience, naît Hommage à la Catalogne en 1938,
témoignage poignant de son engagement et de ses combats dans la guerre civile espagnole. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se consacre au journalisme, notamment politique, à la BBC et à l'écriture de ses romans les plus célèbres, notamment La ferme des animaux et 1984, l'ouvrage que je vais aborder plus en détail dans cet épisode. Orwell est aujourd'hui encore considéré comme l'un des plus grands écrivains britanniques. Plusieurs de ses œuvres ont connu une, voire plusieurs adaptations cinématographiques ou télévisées. Mais alors, pourquoi faire un parallèle entre 1984 et la blockchain ? Certains l'auront déjà deviné et il est finalement assez évident pour ceux qui ont déjà lu ce livre. Pour ceux ne l'ayant pas lu, je vous invite vraiment à le lire, car lire ce livre, c'est le meilleur moyen de vous imprégner de l'ambiance détaillée imaginée par Orwell. Les extraits qui vont suivre sont assez courts et tous au début du livre, donc ils ne vous dévoileront pas les subtilités narratives du livre. Je vais quand même vous donner quelques précisions pour que la lecture des extraits qui vont suivre soit plus pertinent et plus confortable pour vous. George Orwell nous plonge dans un monde où le passé est falsifié, l'ambiance est sombre, totalitaire, fade, dénué d'émotions, où les libertés fondamentales n'existent plus. Le protagoniste principal, Winston, nous décrit ce monde à travers son quotidien et les restrictions omniprésentes qu'il subit. Les citoyens sont surveillés en permanence et leur vie privée est violée à travers des dispositifs tels que les télécrans et des micros qui sont disposés un peu partout. Un ministère de la vérité existe et est chargé de la réécriture du passé pour qu'il corresponde à la version voulue par le gouvernement, qui est symbolisée par une figure appelée Big Brother. Tous les moyens sont bons pour ce dessin, réécriture d'articles, de journaux, de livres et toute autre forme d'information. Bref, vous l'avez compris, le vrai passé s'efface petit à petit pour faire place au passé servant le narratif officiel des institutions au pouvoir qui contrôlent chaque information. La blockchain est justement là pour éviter de pouvoir retoucher au passé. Cela en fait un outil puissant pour éviter certains scénarios décrits par Orwell dans ce livre. Voici le premier extrait que je vous ai sélectionné. La monitrice les avait rappelés au garde à vous. « Voyons maintenant, dit-elle avec enthousiasme, quels sont ceux d'entre nous qui peuvent toucher leurs orteils. Droit sur les hanches, camarades, 1, 2, 1, 2... » Winston détestait cet exercice qui provoquait des talons aux fesses, des élancements douloureux et finissait par provoquer une autre quinte de toux. Ses méditations en perdirent leur agrément mitigé. Le passé, réfléchit-il, n'avait pas été seulement modifié, il avait été bel et bien détruit. Comment en effet établir, même le fait le plus patent, s'il n'en existait aucun enregistrement que celui d'une seule mémoire ? Il essaya de se rappeler en quelle année il avait pour la première fois entendu parler de Big Brother. Ce devait être vers les années 60, mais comment en être sûr ? Dans l'histoire du parti, naturellement, Big Brother figurait comme chef et gardien de la révolution depuis les premiers jours. Ses exploits avaient été peu à peu reculés dans le temps et ils s'étendaient maintenant jusqu'au monde fabuleux des années 40 et 30, à l'époque où les capitalistes, coiffés d'étranges chapeaux cylindriques, parcouraient les rues de Londres dans de grandes automobiles étincelantes ou dans des voitures vitrées tirées par des chevaux. Il était impossible de savoir jusqu'à quel point la légende de Big Brother était vraie ou inventée. Winston ne pouvait même pas se rappeler à quelle date le parti lui-même était né. Tout se fondait dans le brouillard. Parfois, certainement, on pouvait poser le doigt sur un mensonge précis. Il était faux, par exemple, que le parti, ainsi que le clamaient les livres d'histoire, eût inventé les aéroplanes. Winston se souvenait d'avoir vu des aéroplanes dès sa plus tendre enfance. Mais on ne pouvait rien prouver. Il n'y avait jamais de témoignage. Une seule fois, dans toute son existence, Winston avait tenu entre les mains la preuve écrite, indéniable, de la falsification d'un fait historique. Voilà, c'est la fin de ce premier extrait. Vous voyez un peu les questions que l'on peut se poser lorsque l'on en arrive à falsifier le passé. On perd en fait tous ses repères. Et on se pose des questions aussi simples que quand est-ce qu'est arrivé tel événement, si plus personne n'en parle, qu'aucun écrit le retrace. On perd vraiment la notion du temps. Tout est flou dans notre esprit. Comment pourriez-vous savoir si les dinosaures ont existé, si vous n'avez pas de preuves physiques d'ossements, si vous n'avez pas de preuves tangibles justifiant et attestant de leur existence? C'est très compliqué. Ou encore, une autre question, comment savoir ce qu'il se passe ailleurs dans le monde si l'information parvenant à vos sens, à vos oreilles, à vos yeux, est contrôlée, est filtrée ? Vous allez me dire que des personnes dans ces autres zones géographiques peuvent vous envoyer des vidéos, vous communiquer avec vous, mais s'il y a la censure qui est en place, comment on fait ? C'est là que se pose vraiment le problème. Ce sont de vraies questions qui sont soulevées petit à petit dans ce livre et qui vous entraînent un peu dans cette réflexion. Maintenant, si on se recentre un peu sur la thématique de cet épisode, sur la technologie qui nous importe, la blockchain. Donc on va prendre un autre exemple. Comment savoir les transactions qui ont été effectuées sur un système qui est centralisé,
comme par exemple des serveurs d'entreprise? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la traçabilité, la transparence que l'on souhaiterait avoir, sachant qu'il est très facile de modifier les informations d'une base de données ou de supprimer des éléments sensibles ou même toute trace d'échanges passés? Prenez un exemple, si Facebook supprime toute trace de l'une de vos publications, quel levier avez-vous pour prouver le contraire et montrer aux yeux du monde que vous aviez fait cette publication? Aucun, à moins peut-être d'avoir fait un screenshot en amont justifiant le fait que vous ayez fait cette publication, mais encore, à mon avis, ce n'est pas une preuve tangible, ça ne peut pas être exploité réellement pour contrer ce que Facebook pourrait dire. Donc la blockchain a justement ce rôle de gardien des données. Tout ce qui est intégré dans son système ne doit plus être modifié. C'est cette transparence, cette immuabilité des données qui en fait sa force principale. Et c'est vraiment grâce à ça, c'est la base qui fait que les gens peuvent avoir confiance en elle. Mais passons tout de suite au deuxième extrait. Lorsque toutes les corrections qu'il était nécessaire d'apporter à un numéro spécial du Times avaient été rassemblées et collationnées, le numéro était réimprimé. La copie originale était détruite et remplacée dans la collection par la copie corrigée. Ce processus de continuelle retouche était appliqué non seulement aux journaux, mais aussi aux livres, périodiques, pamphlets, affiches, prospectus, films, enregistrements sonores, caricatures, photographies. Il était appliqué à tous les genres imaginables de littérature ou de documentation qui pouvaient comporter quelque signification politique ou idéologique. Jour par jour et presque minute par minute, le passé était mis à jour. On pouvait ainsi prouver, avec documents à l'appui, que les prédictions faites par le parti s'étaient trouvées vérifiées. Aucune opinion, aucune information ne restait consignée qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. L'histoire tout entière était un palimpseste, gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire. Le changement effectué, il n'aurait été possible en aucun cas de prouver qu'il y avait eu falsification. La plus grande section du commissariat aux archives, bien plus grande que celle où travaillait Winston, était simplement composée de gens dont la tâche était de rechercher et rassembler toutes les copies de livres, de journaux et autres documents qui avaient été remplacés et qui devaient être détruites. Un numéro du Times pouvait avoir été réécrit une douzaine de fois, soit par suite de changements dans la ligne politique, soit par suite d'erreurs dans les prophéties de Big Brother. Mais il se trouvait encore dans la collection avec sa date primitive. Aucun autre exemplaire n'existait qui pût le contredire. Les livres aussi étaient retirés de la circulation et plusieurs fois réécrits. On les rééditait ensuite sans aucune mention de modification. Même les instructions écrites que recevait Winston et dont il se débarrassait invariablement dès qu'il n'en avait plus besoin, ne déclaraient ou n'impliquaient jamais qu'il s'agissait de faire un faux. Il était toujours fait mention de fautes, d'omissions, d'erreurs typographiques, d'erreurs de citation, qu'il était nécessaire de corriger dans l'intérêt de l'exactitude. C'est la fin de ce deuxième extrait, je trouve ce passage très puissant, on voit toutes les actions, tout le plan d'action qu'on peut mettre en place pour contrôler les informations, falsifier le passé. Et dans notre société, on se rend compte que qui contrôle médias et réseaux sociaux contrôle aussi de fait les principales informations alimentant les populations. La blockchain est clairement une des briques essentielles pour éviter que ce type d'horreur puisse arriver. La technologie blockchain peut contrer cette spirale infernale, ce monde dystopique, car elle est censée apporter décentralisation et transparence. Alors je ne vais pas pouvoir détailler dans cet épisode le fonctionnement d'une blockchain, mais un petit résumé s'impose quand même. Alors dans une blockchain, les données sont mises dans des blocs, généralement on parle de transactions, et du code aussi connu sous le nom de contrat intelligent ou smart contracts. Chaque bloc de données, chaque bloc de transaction de smart contracts est lié à celui qui le précède, ce qui crée en fait une chaîne de blocs qui se veut immuable. C'est ça le nom, une chaîne de blocs, une blockchain. Maintenant, si un acteur malveillant est capable de modifier un bloc de la chaîne, il pourrait techniquement, potentiellement, modifier les informations qui y sont stockées. Une réécriture de la blockchain est donc une forme de censure ou de modification de l'histoire liée à cette blockchain. Dans un tel scénario, la transparence de la blockchain, sa force principale, serait mise en danger et les utilisateurs n'auraient plus confiance dans les informations stockées sur cette blockchain. On rebasculerait donc dans l'horreur d'Orwell, mais attention, Orwell va encore beaucoup plus loin, extrait numéro 3. C'était toujours la nuit. Les arrestations avaient invariablement lieu la nuit. Il y avait le brusque sursaut du réveil, la main rude qui secoue l'épaule, les lumières qui éblouissent, le cercle des visages durs autour du lit. Dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas de procès, pas de déclaration d'arrestation, des gens disparaissaient simplement, toujours pendant la nuit. Leurs noms étaient supprimés des registres. Tout souvenir de leurs actes était effacé, leur existence était niée puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant, vaporisés, comme on disait.
Qui commande le passé commande l'avenir, qui commande le présent commande le passé. C'est la fin de ce 3e extrait. On voit ici que la réécriture de l'histoire garantit donc la prédominance de la version validée par l'autorité toute-puissance qui est le parti dans ce livre. Et la police de la pensée qui est créée pour ça modifie la réalité, va même jusqu'à vaporiser des personnes physiques pour que tout soit aligné sur le narratif qu'ils ajustent et imposent à la population. Et ils vont même jusqu'à vaporiser des personnes pour être en phase. Si cet extrait décrit clairement une situation extrême au possible, le cœur du sujet qui nous intéresse ici, ça reste le contrôle à tous les niveaux de la société, et notamment le contrôle du passé qui permet de conforter le pouvoir dans le présent et les projections dans le futur. En fait, tout est lié à ça. Et alors, est-ce que la blockchain peut nous tirer de ce mauvais pas ? Alors, je vais vous poser une question. Saviez-vous qu'une blockchain importante a déjà vu son passé être modifié ? À votre avis, laquelle ? Je vous donne 5 secondes pour réfléchir. Et vous pouvez mettre en pause s'il vous faut plus de temps pour votre réflexion. Quelle est la blockchain très importante qui a déjà vu son passé être modifié, donc les données de sa blockchain être modifiées? La réponse est Ethereum. Et oui, le petit bijou de Vitalik Buterin a subi de sacrées turbulences dans ses premières années. Il faut savoir qu'une modification de données d'une blockchain, ça peut être fait soit par un acteur malveillant qui vient et qui pirate les informations, qui falsifie les transactions, mais ça peut être aussi décidé par un consensus, comme ce fut le cas lors de l'incident de l'application décentralisée The DAO sur Ethereum. Donc là, c'est vraiment ce cas de figure. Il y a eu un consensus entre différents acteurs qui ont décidé de modifier des informations au sein de la blockchain. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ont-ils fait ça ? Ça devait être vraiment très grave. Eh bien oui, c'était vraiment très grave. Donc je vais faire une petite parenthèse sur cet événement très important que l'on appelle communément The DAO Incident. The DAO, c'était une entreprise à but non lucratif qui a construit une application décentralisée sur Ethereum en 2016. Cette application permettait d'investir dans des projets de la blockchain Ethereum via une DAO, une organisation autonome décentralisée, et donc avec un processus de vote. The DAO a connu un grand succès et a réussi à collecter des millions de dollars en Ether en l'espace de quelques semaines. Malheureusement pour eux, peu de temps après le lancement, The DAO a été victime d'un piratage massif et un détournement d'une grande partie des fonds. En panique, l'équipe The DAO ainsi que des membres d'Ethereum qui se sont joints à eux ont évoqué différents scénarios pour résoudre le problème et la perte massive pour les investisseurs. Il faut vraiment se rendre compte que l'avenir d'Ethereum était en jeu, et ça c'est clair et net vu les montants du piratage et le fait que c'était la première application majeure sur Ethereum, c'était vraiment la vitrine, le fer de lance si vous voulez d'Ethereum à ce moment-là. Aucun des scénarios n'était vraiment séduisant pour les pompiers qui voulaient éteindre ce fâcheux incendie numérique. Et alors la question c'était, faut-il réécrire le passé de la blockchain pour effacer le piratage et rendre les fonds aux investisseurs ? Ou faut-il garder une transparence absolue sur la blockchain et laisser le piratage tel quel, au risque de dégrader totalement l'image d'Ethereum? Donc c'était un vrai sujet de débat qui a clivé de façon très intense la communauté, et les deux parties avaient des arguments solides en leur faveur, soit préserver le côté transparent et historique de la blockchain, soit le côté préserver les investisseurs et les fonds et faire survivre Ethereum. Finalement, bilan de tout ça, un correctif a vu le jour. Une grande partie des mineurs ont intégré ce correctif, ce qui a provoqué un hard fork. Une partie des mineurs minaient des blocs sur la nouvelle version d'Ethereum et quelques autres mineurs sont restés sur l'ancienne version d'Ethereum, ce qui a splitté la chaîne en deux. On a donc d'un côté la chaîne avec la présence du piratage qui est la chaîne Ethereum classique, que vous pouvez trouver dans le classement des crypto-monnaies, dans le top 50, et de l'autre côté on a la chaîne sans la présence du piratage grâce au correctif, la chaîne Ethereum que vous connaissez actuellement, numéro 2 du marché. Le passé d'Ethereum a donc été modifié pour le bien des investisseurs et pour supprimer ce piratage de l'histoire de la blockchain Ethereum, et donc au détriment de la vérité. Heureusement, Ethereum Classic est là pour nous rappeler qu'il y a eu cet événement. Fin de la parenthèse à ce sujet, mais je vous invite vraiment à creuser de votre côté pour en savoir plus sur cet incident. C'est quand même un événement auquel beaucoup de monde fait référence, et j'en ai fait une description assez poussée dans mon livre intitulé « Comprendre Ethereum en seulement 2 heures » si vous souhaitez vraiment aller plus loin sur ce sujet.
Alors vous allez me dire, je vous vante les bienfaits, la force de la blockchain, mais même Ethereum a subi des turbulences qui ont fait que son passé a été modifié. Alors est-ce que la blockchain est finalement cette solution à notre problème ? La solution au cauchemar d'Orwell proviendrait d'un système blockchain, mais censorship résistant, donc comme on dit, résistant à la censure. Ce qui m'amène à vous poser une deuxième question. Existe-t-il selon vous un système qui résiste actuellement à la censure ? Là encore, je vous donne 5 secondes de réflexion, faites travailler vos neurones et je vous donne la réponse juste après. C'est bon, vous l'avez ? La réponse est tout simplement Bitcoin. Bitcoin est sans doute l'exemple le plus parlant de ce type de système censorship resistant. S'il y en a bien un qui arrive à s'opposer à toute forme de censure, c'est bien lui. Et si tout n'est pas parfait chez Bitcoin, il faut quand même saluer bien bas la création de Satoshi Nakamoto, car le puzzle informatique qu'il a réussi à assembler est très complexe et sans doute ce qu'il y a de plus efficace pour contrer la censure actuellement. Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé, comme c'est le cas pour Ethereum, avec une blockchain distribuée, comme c'est le cas avec Ethereum, et des transactions qui sont vérifiées par des mineurs un peu partout dans le monde. Mais alors, qu'est-ce que Bitcoin a en plus par rapport à d'autres crypto-monnaies comme Ethereum, par exemple ? 3 avantages qui favorisent Bitcoin par rapport à d'autres crypto-monnaies. Le premier, c'est le mystère derrière l'identité de Satoshi Nakamoto, qui rend inefficaces les moyens de pression habituels que peuvent avoir les gouvernements. Vous n'avez pas de service après-vente Bitcoin, vous n'avez pas de siège social Bitcoin, vous n'avez pas de PDG Bitcoin, vous n'avez pas une personne comme ça qui représente Bitcoin sur lequel vous pouvez faire pression ou faire du chantage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le réseau a grandi avec le temps, s'est développé organiquement et la distribution de Bitcoin s'est faite de façon assez juste et limite l'implication de fonds d'investissement vautours qui auraient pu s'accaparer la puissance du réseau ou un certain nombre de Bitcoins. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'utilisation de la preuve de travail, le proof of work. Il faut de la puissance de calcul pour sécuriser le réseau et l'enrayer si on souhaite l'enrayer. Et ça, c'est une sécurité supplémentaire. C'est compliqué d'obtenir cette puissance de calcul, d'avoir cette débauche d'énergie et cette puissance informatique, là où sur Ethereum et d'autres crypto-monnaies, on est plutôt sur un type de consensus en proof of stake, où le mécanisme est totalement différent. Attention, Bitcoin n'est pas insubmersible, je veux pas dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes avec Bitcoin, il existe plusieurs façons de s'en prendre à lui. Attaque 51, ban général dans le monde, désinformation, il y a pas mal de leviers sur lesquels on peut faire du mal à Bitcoin, mais la communauté s'emploie tous les jours à faire perdurer au maximum ce protocole et à prévenir ce type de scénario. L'avenir nous dira comment évoluera le protocole Bitcoin, mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, il représente une chance inespérée de remettre du pouvoir dans les mains du peuple et c'est suffisamment rare pour le souligner et insister dessus. Moralité de tout mon laïus que je vous fais depuis plusieurs minutes, toute technologie peut être utilisée à des fins malveillantes, on l'a bien vu avec les extraits de George Orwell, y compris la blockchain, y compris Bitcoin. Il faut donc se servir de ces outils avec prudence, responsabilité pour éviter que la transparence et la décentralisation qu'offrent ces différents outils ne soient compromises, comme c'est le cas dans 1984. À mes yeux, Bitcoin incarne très bien cet esprit. Il a le potentiel de changer positivement le monde, à l'inverse des futures monnaies numériques des banques centrales qui n'apportent clairement pas grand-chose au système financier et vont vous être vendus comme un Eldorado indispensable à mettre en place et qui renforceront tout simplement le contrôle des institutions sur vos libertés. Faites vos recherches, ces cryptos, euros et autres monnaies de banque centrale ont vraiment pour but, à mon avis, de donner un contrôle total de la monnaie et donc de votre souveraineté individuelle financière aux institutions. Encore une fois, ce n'est que mon avis, à vous de faire votre propre avis, mais en tout cas moi ça me fait vraiment penser au monde de George Orwell. Mais c'est un tout autre débat qui mériterait là aussi un épisode dédié, il faudrait que je m'attarde 20-30 minutes dessus pour vous expliquer tout ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez aimé, car ça me motivera à en faire d'autres bien évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. Ah, et lisez aussi 1984, tant qu'à faire, vous ferez votre propre avis sur le livre et vous verrez peut-être un peu mieux les enjeux qu'il y a autour de Bitcoin et la blockchain. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Salut à tous!